Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue, merci d'être venus donc en ce début de soirée pour plancher sur l'utilité des think tanks dans ce très bel endroit, donc OnePoint qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Venez Jean Spiry qui est avec nous. Jean Spiry, prenez un micro s'il vous plaît, c'est le directeur de la stratégie. C'est vrai que chez OnePoint, on est aussi pour l'humain au cœur de la technologie. Vous voyez, d'ailleurs, il y a des humains qui ne savent aussi pas se servir de la technologie, même dans une boîte de technologie comme la nôtre. On est très très heureux d'accueillir ce soir, et moi je suis très heureux d'accueillir au nom de David Layani, notre président, ce premier anniversaire de l'Institut Sapiens. Alors pas seulement parce que je connais Olivier Babot depuis maintenant quelques années, mais parce que je dois dire que j'ai rarement vu une structure d'études, un think tank, vous appelez même un fintech maintenant, ça rejoint beaucoup ce que fait OnePoint, qui arrive en un an à avoir une production de telle qualité et à faire sa place dans le paysage intellectuel français de façon rapide, efficace, avec beaucoup d'intelligence, et en plus en promouvant, j'allais dire, d'autres personnalités que ceux qu'on voit toujours prendre la parole. Donc bravo pour ce qui a été fait. Alors je lis, les partis politiques sont morts, vive les think tanks. Je dirais, il y a aussi des think tanks qui sont un peu moribonds. Il n'y a pas que les partis politiques. Et donc de ce point de vue-là, il y avait aussi un besoin de renouveau. Et je pense que vous incarnez bien ce renouveau. C'est vrai que vous parlez beaucoup de numérique, en plus parfois de numérique et d'Estonie, ce qui m'est particulièrement cher. Mais c'est plus largement tous les sujets que vous embrassez, je vais y arriver, embraser peut-être aussi de temps en temps, parce que vous avez une parole qui est un peu claire et forte. Et en tout cas, voilà, nous on est très très heureux de pouvoir vous accueillir dans ces lieux, et on vous souhaite une très bonne soirée et un très joyeux anniversaire. Merci. Oui, alors ces think tanks, justement, donc on appelle parfois cercle de réflexion, club, fondation, on va voir, c'est think tank peut-être, en effet. Les partis politiques sont morts, vive les think tanks, justement. Est-ce qu'ils sont en train de déboulonner les partis politiques et jouer quelque part à leur façon un rôle de mouvement citoyen? On va tout vous expliquer dans un instant. Bien sûr, avant d'en arriver là, évidemment, on va vous dire de quoi ils vivent, avec quel argent. Quelle indépendance, justement, comment est-ce qu'ils travaillent, ces think tanks, comment est-ce qu'ils produisent leurs éléments, comment est-ce qu'ils font connaître leurs travaux, et puis leur utilité. Voilà les grands thèmes donc, de ce qui va nous animer pendant une heure. Vous aurez la parole d'ailleurs tout à la fin, évidemment, pour interagir avec tous ceux qui sont sur scène. Oui, premier anniversaire de l'Institut Sapiens, c'est l'Institut Sapiens qui a voulu se montrer œcuménique donc à cette occasion, puisque voici donc dans l'ordre. Alors Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, Maxime Sbailly, directeur général de Génération Libre, Olivier Babot, bien sûr, vous connaissez. Cécile Philippe, directrice générale de l'Institut économique Molinari. Hippolyte Dalby, membre du Cercle des économistes. D'ailleurs, vous nous direz tous si vous acceptez ou pas cette étiquette de think tank. Ça sera l'une des questions que je vous poserai tout à l'heure. Et puis, celle qui va bien co-animer avec moi cette soirée, qui va intervenir régulièrement. Voici Marie Viseau, qui est chef de service au Figaro Économie. Vous applaudissez Marie Viseau, s'il vous plaît. En introduction, comment travaillent-ils ces think tanks? Ça va être le premier chapitre qu'on va voir dans un instant avec nos 6 représentants de think tanks. Comment est-ce qu'ils travaillent? Combien en a-t-il des think tanks? C'est quoi le statut, leurs ressources? Expliquez-nous en préambule, Marie, s'il vous plaît. Alors, c'est eux qui vont nous l'expliquer le mieux, mais effectivement, quelques mots de préambule. La France, pays colbertiste par excellence, est allergique aux think tanks. Cette phrase, elle a pu être vraie il y a des années. Elle ne l'est plus aujourd'hui. On en a la preuve vivante ici. Et votre présence dans la salle aussi en est la meilleure preuve. Le monde s'est ouvert. La révolution numérique a fait son œuvre. Elle continue de le faire. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de think tanks français dans le paysage. L'index établi chaque année par l'Université de Pennsylvanie, qui est un travail titanesque qui est fait sur tous les think tanks du monde dans plus de, je ne sais plus combien, 190 pays, montrent que la France progresse dans ce domaine.
Et c'est une bonne nouvelle, parce que des think tanks, on en a besoin. Dans un monde où l'information va vite, parfois trop vite, et nous savons de quoi nous parlons, Fabrice, dans un monde où les partis politiques prennent de moins en moins le temps de la réflexion, eh ben, il est bon d'avoir des experts qui se posent 2 secondes, qui réfléchissent et qui ont des idées. Alors effectivement, la première question qu'on voulait se poser ce soir, c'est comment travaillent-ils ces think tanks? De notre point de vue, vous participez à une discussion, vous participez au débat public sur des sujets variés, que sont l'économie, l'international, la défense. Mais c'est vous qui nous en direz plus sur votre travail, et vous nous en direz plus également sur votre mode de fonctionnement juridique, parce que le think tank, effectivement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui en France? Et vous nous en direz plus aujourd'hui sur votre manière de travailler, de vos ressources financières, pardon, puisque il y a un observatoire des think tanks européens qui nous dit que la moitié des think tanks français ne jouent pas le jeu de la transparence financière. Donc vous allez nous expliquer tout ça, quel argent reçoivent les think tanks, de qui, comment, selon quelles règles. Voilà, ce sont les premières questions que nous nous posons ensemble ce soir. Je m'arrête là. Cher Fabrice, merci. Messieurs, dames, c'est vous qui avez la parole pour répondre à tout ça. Alors think tank ou pas, l'un et l'autre? Tiens, un petit tour de table rapidement. Cécile, par exemple. Alors oui. Alors on va essayer de parler au micro parce qu'il y a une captation vidéo qui va être retransmise justement sur les réseaux sociaux. Alors Cécile. Bonsoir à tous. Oui, think tank, absolument, parce qu'on a le sentiment de produire des idées, de à la fois essayer de pousser des nouvelles idées ou des données originales, et puis parfois de décrypter l'information. Donc oui, on est là pour réfléchir, pour penser et pour essayer d'alimenter le débat public. Hippolyte, le cercle des économistes. Donc oui aussi, des idées, en effet, on en produit beaucoup. Peut-être la différence d'autres think tanks, c'est qu'il y a une diversité des points de vue au cercle des économistes, c'est 30 universitaires qui peuvent avoir des opinions ou des positionnements idéologiques, politiques qui vont être différents des uns et des autres. Donc il n'y a pas de ligne force en fait finalement au cercle des économistes. Éric Heyer, l'OFCE. C'est difficile à dire, parce que je pense qu'on existait avant que le mot think tank existe, et on nous appelait centre de recherche. Et on a gardé cette terminologie centre de recherche parce que ça allie énormément aussi un travail académique. Et donc il n'y a pas que animer le débat public, mais aussi être dans le milieu académique et donc publier des recherches qui ont vocation aussi à vivre dans le milieu académique. Et donc le côté recherche est mêlé avec le côté très, très appliqué. Donc bon, moi je préfère potentiellement dire centre de recherche. Centre de recherche, ça pose quelqu'un, ça fait un peu docteur? Non, un peu, parce non bon, d'abord c'est comme ça, il y a marqué c'est centre de recherche de Sciences Po, donc bon voilà, voilà. Bon, il me semble que le côté académique et la rigueur scientifique ne pas forcément une obligation pour tous les think tanks, il y a certains qui le font. Nous, il y a une sorte d'obligation d'avoir cette rigueur scientifique. Bon, voilà, donc on l'apprend. Denis Ferrand, Rexecode. De toute façon, nous sommes le jumeau de l'OFCE, donc j'aurais tendance à redire les mêmes choses que ce que vient de dire Eric. Effectivement, peut-être un public un peu différent, parce qu'effectivement, nous sommes aussi un acteur du débat d'idées. Donc, effectivement, travailler la matière et puis sortir des idées au regard de sujets qui nous semblent être importants. Et puis, il y a également un travail qui est plus en chambre, qui est un travail d'appropriation de la matière économique à destination du monde des entreprises, puisqu'il y a, dans le cadre de l'activité de Rexecode, 2 types d'activités. Une activité que l'on pourrait mettre un peu dans l'espace marchand, qui est celui de l'analyse de l'environnement économique d'une chose, ou enfin de l'environnement économique mondial, de dire aux entreprises dans quel environnement se déploient leurs choix stratégiques. Et puis il y a celui du débat d'idées, où là, effectivement, ça peut être plus le think tank, et pour ça, il faut s'appuyer sur le monde académique notamment. Maxime Sbailly, Olivier Babot. Oui, think tank, oui, totalement. Après, effectivement, il y a des think tanks qui sont très différents les uns des autres. On a des moyens différents, on a des objectifs différents, on a des publics différents, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Ce qui est intéressant avec le terme think tank, c'est que c'est un terme anglais. Ça prouve bien que c'est pas vraiment une culture française, donc on doit importer un terme. Ce qui est intéressant, c'est que sur les plateaux, on entend souvent cercle de réflexion, laboratoire d'idées. Enfin, on se confond comme ça dans des termes pour essayer, voilà. Mais ça prouve bien que c'est pas quelque chose qui est culturellement français et que ça a été importé. Mais on en est fier quand même de l'appellation think tank. On est fier. Alors moi, je connais des gens qui vous disent think tank, c'est un anglicisme, mon Dieu, etc. Bon, moi, je trouve ça très intéressant. Enfin, on dit bien football, on dit pas ballon de pied ou quelque chose comme ça. Donc il y a aucun problème avec cet anglicisme-là. Mais ça traduit quand même sur l'étymologie le fait que ce n'est pas quelque chose dans la culture française.
Olivier Babot, donc. Oui, je trouve que le terme, il est doublement humiliant en général, parce que quand vous dites think tank à quelqu'un dans la rue, il faut que vous traduisiez, vous savez jamais très bien comment traduire, vous finissez par dire club de réflexion, ça fait un peu club de boulistes et c'est pas très sérieux. Laboratoire d'idées, effectivement, ça s'approche un petit peu plus, même si les gens savent pas très bien à quoi ça correspond. Et quand vous parlez à un anglophone, comme vous avez l'accent de Maurice Chevalier comme moi, vous dites think tank, il dit, il comprend pas non plus, parce que ça correspond pas non plus à quelque chose qu'il comprend. Donc en fait, finalement, vous trouvez à expliquer aussi ce que c'est, mais finalement, ça correspond pas mal à ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire un réservoir d'idées qui sont gratuitement, qui sont pas vendues, qui sont gratuitement exposées, et où on se dit, un maximum de gens doivent venir puiser. Donc on a bien l'idée du tank. Donc je trouve que le terme, finalement, on n'a rien trouvé de mieux pour l'instant. Voilà. Mais avant de justement sortir toutes ces idées, de travailler, il faut un petit peu d'argent, bien sûr. C'est quoi vos moyens donc d'existence? Vous travaillez avec quel argent? Qui vient d'où? Et avec cette question justement, comment rester indépendant vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des partis politiques, vis-à-vis des autres donateurs? Question des moyens fondamentaux, ce que rappelait il y a un instant Marie donc, dans son préambule. Tiens, Olivier, continuez. Alors c'est la question la plus difficile. On tient absolument à rester indépendant. On a une grosse, nous aussi, diversité de points de vue. On n'est pas tous d'accord. On n'est pas une secte. Je crois qu'aucun de nous, d'ailleurs. On n'est pas là pour avoir le même point de vue sur tous les sujets. On n'est souvent pas d'accord sur beaucoup de sujets. Et c'est pas parce que quelqu'un fait une étude sur un sujet que ça y est, c'est le point de vue du think tank. C'est le point de vue de l'expert qui signe le papier dans le think tank. Alors, la première réponse, c'est qu'on est hyper low cost. Donc on est low cost. Moi, je suis bénévole. Est-ce qu'on peut être clair? Est-ce qu'on peut être transparent? Low cost, ça signifie quoi, par exemple, spontanément? Nous chez Sapiens, chiffres, la première année, c'est 150 000 € de budget. Ça comprend l'allocation, on a 130 mètres carrés de bureau quand même. Oui. Ça comprend donc un salarié, et le reste du temps, on est hyper fort à mobiliser les gens gratuitement. En fait, c'est notre grand savoir-faire. C'est des jeunes retraités qui ont un avantage génial. Et ils ont en général pas de problème d'argent directement. Ils sont au top de leurs compétences et ils ont un temps dingue. Donc j'adore les jeunes retraités. Et les moins jeunes d'ailleurs, donc je fais un appel à tout le monde. Et puis il y a des gens qui prennent du temps, qui ont un boulot actif, et puis ils prennent du temps. Et donc ce qu'on sait faire nous, c'est happer ces gens à un moment donné, leur dire vous avez une expertise, vous n'avez pas forcément le temps de la traduire et de la mettre sur le papier. On va vous aider à faire ça, on va vous aider à marketer. Et donc finalement tout le monde est content et on n'a pas payé beaucoup. Moi je rêverais d'avoir 2 millions de budget, je sais exactement ce que je pourrais faire avec ça, on aurait des tas de salariés, on ferait des tas de trucs, mais on fait avec le peu qu'on a, mais le peu qu'on a, vous savez, c'est un peu la fable de La Fontaine, on n'a pas de collier, mais du coup on n'a pas de pâté, ou alors on n'a pas de pâté, du coup on n'a pas de collier, voilà. Et notre liberté, elle est très importante et on y tient parce que notre indépendance, c'est aussi notre crédibilité. Comment rester indépendant en fonction... Voilà, Cécile, allez-y, Cécile, Philippe. Le sujet, c'est d'avoir des financements, mais d'avoir des financements qui permettent d'être indépendant. Moi, j'ai pareil, un budget d'à peu près 100 000, 150 000. Et qui donne l'argent, par c'est des exemple entrepreneurs, dans le cas dans mon cas, c'est des entrepreneurs. C'est parfois des fondations américaines, parce que sachez qu'aux États-Unis... le mot think tank est fort connu et c'est une industrie à plusieurs centaines de millions d'euros. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé la dernière fois de me dire, mais alors les think tanks français, c'est combien le budget? Je pense qu'on ne dépasse pas la dizaine de millions si on compte tout le monde, peut-être 20. Allez, soyons généreux, ça doit être 20 millions. Aux États-Unis, je pense qu'on arrive largement au milliard. Donc en Angleterre, c'est un peu moins gros, mais c'est beaucoup plus développé. Donc vraiment, le financement des think tanks, en France, c'est un problème, effectivement. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un problème parce qu'effectivement, moi, je paye tout le monde. Sauf moi, pratiquement. L'objectif, c'est quand même d'arriver justement à se développer davantage et pouvoir se payer des salaires donc normaux. Mais effectivement, j'ai juste anecdote, j'ai un think tank au Canada, donc il y a des donateurs à la fois anglophones et francophones, me disait moi, quand un donateur francophone me donne 1, mon donateur anglophone me donne 10. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une pratique du don à l'égard d'organisations comme les nôtres qui participent au débat public, au débat démocratique. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour attirer davantage, justement, pour que ces centaines de milliers d'euros se transforment en millions quelque part? Maxime, je vais faire de l'autopromotion, supprimer la réserve héréditaire. C'est une note qu'on vient de publier, alors c'est pour ça que je m'amuse à faire ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a un problème, effectivement, Cécile le disait, il y a un problème de culture du don, la culture philanthropique. C'est-à-dire qu'on n'a pas la culture du think tank et on n'a pas la culture philanthropique. Donc en fait, on a le double échec, si vous voulez, on a les doubles problèmes en face de nous, et ça, les Américains l'ont pas, les Anglais l'ont pas, parce que c'est plus facile d'aller lever des fonds. Vous allez dire think tank, ils savent qui vous êtes, ils vont directement vous demander, bon, qu'est-ce que vous faites, vous avez qui comme expert, etc. Donc, alors que nous, on est vraiment sur un terrain qui est peu propice, finalement. C'est très compliqué d'être un think tank en France, il faut le dire. C'est compliqué de lever. Oui. On devrait faire un petit sondage. Qui donne un think tank ici? Allez-y, levez la main. Donc. La main. Bon.
Bon, la moitié. En même, il y a un biais, en même déjà. temps, Non, mais spontanément, ça, voilà. Ils sont pas tout à fait neutres. Ils viennent à l'anniversaire de l'Institut Sapiens, donc voilà, ils sont plutôt convaincus. Voilà. Denis, Eric. Oui, cette question du financement est très importante parce que souvent, enfin, on se rend bien compte, c'est avant de savoir ce que vous dites, on veut savoir d'où vous parlez. Eh ben oui, c'est ça. Ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait important. Et qui représentez-vous surtout aussi. Et qui représentez-vous. Oui. Donc, bon, Rexecode, on est 14 salariés, on a 2 millions de chiffre d'affaires, 2,2 millions. Et ce chiffre d'affaires, il vient à hauteur de la moitié à peu près directement des entreprises, mais pour lesquelles bien, on vend un service marchand qui est celui de l'analyse de l'environnement économique. Et puis, il y a l'autre moitié du budget qui vient justement de la représentation des entreprises qui sont les grandes fédérations professionnelles qui financent l'expression dans le débat public de Rexecode. Et donc, nous, notre financement, il est du monde de l'entreprise et cela donne aussi l'orientation, non pas de nos études, mais la manière de traiter les sujets. Nous, les problèmes que l'on va adresser, c'est les problèmes de croissance du système productif, parce que c'est le mandat qui nous est donné par ceux qui nous financent. C'est en gros, qu'est-ce que c'est les conditions d'avoir une croissance un peu plus importante en France du point de vue du développement du système productif. C'est une manière d'appréhender les sujets économiques. L'OFCE... C'est ça, les entreprises finalement achètent de l'information au travers vous, savoir comment est-ce qu'elles vont grossir quelque part. Avec une question qui est vraiment celle j'attends de Rexecode qu'il l'illustre aujourd'hui, compte tenu du contexte économique, qu'est-ce qui seraient les leviers les plus efficaces pour retrouver une croissance additionnelle, pour retrouver in fine un peu plus d'emploi. Voilà, ça c'est la colonne vertébrale de Rexecode. C'est pas forcément les mêmes sujets que les uns et les autres vont prendre, mais il faut bien identifier cette démarche initiale. Allez, un mot Éric Heyer et ensuite à nouveau donc Hippolyte Dalby. Un mot. Non, mais Denis a dit qu'on était jumeaux. Enfin, il a tué un de nos frères. En fait, on était trois. C'est-à-dire que, mais je pense qu'il faut réexpliquer cette histoire. 1980, Raymond Barre, Premier ministre, a une idée très claire, c'est que l'économie n'est pas une science exacte. Et donc, il en avait marre d'être face à Bercy, qui lui expliquait que ça allait être comme ça, et puis pas comme ça. Si tu fais ci, il va se passer ça, etc. Donc, à ce moment-là, a créé 3 centres de recherche. Je redis 3 centres de recherche. Un proche du patronat, c'était IPCode, c'est devenu Rexecode. Un proche des salariés, c'est l'IRES, c'est notre petit frère que tu as tué, d'accord, mais qui existe pourtant toujours. Et un qui voulait indépendant, c'est-à-dire ni proche du patronat, ni proche des syndicats de salariés, indépendant. Pour lui, le seul endroit où on était indépendant en France, c'était l'université. Étant lui-même professeur à Sciences Po Paris, a inscrit ce 3e centre, donc l'OFCE, à Sciences Po Paris. Donc c'est à ce moment-là. Et le mandat qui a été donné à l'OFCE par Raymond Barre, c'était de jouer un rôle de contre-expertise de tout ce qui pouvait sortir de Bercy. Et donc, systématiquement, quand Bercy sort une prévision de croissance, l'OFCE doit sortir à peu près au même moment, avec à peu près les mêmes modèles, avec à peu près la même méthodologie, des perspectives de croissance. Lorsque Bercy sort des évaluations du CICE, l'OFCE doit sortir des évaluations. Donc, on a un mandat assez clair, et on est jugé par aussi Sciences Po, par notre qualité aussi, enfin notre production académique. C'est en cela où tout de même on est encore un centre de recherche qui se distingue. C'est-à-dire qu'on va savoir. Alors donc nous on a une subvention qui est supérieure parce que bien entendu Sciences Po a dit c'est bien sympa, on est un peu plus de 50 économistes, mais qui doit les financer? Donc c'est le Premier ministre qui verse une subvention à la Fondation nationale des sciences politiques qui est fléchée au FCE. On est indépendant dans le sens où on est sous contrat de droit privé, et on est en CDI ou en CDD, mais de droit privé. Et donc on peut critiquer le gouvernement, on est dans notre rôle à critiquer le gouvernement. On n'a pas tellement de pression de la part du gouvernement, même si de temps en temps, le Premier ministre se dit « mais qui sont ces économistes qui me critiquent ?» Et puis il y a forcément quelqu'un qui va dire « mais c'est toi qui les finances ». Donc voilà, mais ça passe par la Fondation, qui est de droit privé. Qui fait le filtre, quoi. Donc qui fait un peu le filtre. Bon, alors c'est sûr qu'on est plus à l'aise financièrement qu'un think tank. C'est pour ça que je suis un peu mal à l'aise. C'est quoi le delta par rapport à un think tank, non, mais on est à peu près dans la même ordre de grandeur. J'ai pas exactement les chiffres, mais on est 2 fois plus important que vous d'un point de vue de budget. On est en tout, si on prend les associés, on est à peu près 65 économistes aussi. Donc il y a une masse salariale qui est importante. Là où Jean-Paul Fitoussi, qui était le président de l'OFCE pendant longtemps, a dit pour garder notre indépendance, il faut qu'on n'aille pas chercher justement de l'argent des entreprises pour pas qu'on soit justement pollué par le mandataire.
donc on était complètement indépendant. Là, on voit que l'austérité budgétaire, on y a droit nous aussi. Les salaires progressent, mais pas notre budget. Donc on est obligé d'aller faire des contrats privés. Mais alors là, on n'est pas fournisseur d'idées, mais on est juste des ouvriers spécialisés qui faisons tourner nos instruments pour soit l'Europe, soit pour des entreprises. Mais on essaie de garder ce mandat qui est, on essaie de contre-expertiser tout ce qui sort de Bercy. Et donc c'est en cela où on est très contraint par rapport à d'autres. Hippolyte Dalby, le membre du Cercle des économistes. Très court, vous me dites. Hein. Oui. Donc, voilà, bon, merci Eric. Donc nous, en fait, on n'est pas un centre de recherche, hein, mais on est 30 économistes qui sont tous dans des centres de recherche académiques. Donc finalement, le coût, je dirais, est nul parce qu'on est tous fonctionnaires, on est tous enseignants-chercheurs. Donc moi, par exemple, je suis financé par le CNRS et après, j'interviens dans le Cercle des économistes, mais je le fais évidemment bénévolement parce que mon principal employeur, c'est l'État français. Alors, à partir de là, il y a une question qui est vraiment très importante, c'est celle de l'indépendance et l'indépendance des experts, d'accord, que vous avez souligné un petit peu. Il y a eu évidemment dans le passé beaucoup de discussions et puis beaucoup de scandales éventuellement sur des experts, hein, aussi plus en bio, en pharmacologie, etc. Mais pourquoi pas en économie. Et il nous semble très important finalement, de faire appliquer ces chartes, et je pense que l'OFCE l'a aussi mis en place, que chaque chercheur, hein, que chaque enseignant-chercheur, surtout lorsqu'il est fonctionnaire, mais aussi lorsqu'il est dans un centre de recherche de droit privé, puisse divulguer ou rendre public ses financeurs privés. Et donc, je veux dire, je pense qu'on le fait, et je pense que c'est aussi quelque chose qui se fait maintenant dans les think tanks, et c'est une habitude, et il n'y a rien de mal à être finalement financé par le privé, mais il faut simplement le dire. Ouais. Alors, ces experts, justement, que vous faites travailler, ou vous-même, donc ces économistes du Cercle des économistes, ensuite, comment se faire connaître? Parce qu'il y a peut-être une concurrence quand même quelque part entre vous. Comment est-ce qu'on fait? On fait des interventions à la radio, à la télé. Je vous ai à peu près tous déjà vu sur des plateaux télé autour de moi. Et on organise les rencontres d'Aix, par exemple, pour vous. C'est quoi? De continuer justement, Hippolyte Dalby, justement. Comment est-ce qu'on se fait connaître quelque part? On pond combien de rapports par an, par jour, enfin par semaine, etc. Ça fonctionne comment? Alors c'est très compliqué. Pourquoi est-ce qu'un rapport va avoir du succès? Pourquoi une étude scientifique va avoir du succès ou pas? Parfois c'est un petit peu aléatoire, il faut qu'elle soit au bon moment, sur le bon thème, etc. Et évidemment, il y a l'organisation qui est là pour en faire une certaine promotion, mais ça marche ou ça marche pas. Et donc vous allez avoir des études qui vont tomber au bon moment, et donc ça va marcher. Donc il faut accepter cette dimension qui est un petit peu aléatoire, un petit peu stochastique, et voilà, et on vit avec. Et souvent, la façon de faire, c'est d'en produire beaucoup. Ouais, alors justement, plus vous produisez, plus vous avez de chances que... On produit à quel rythme, sous quel format, on s'adresse à qui, comment est-ce qu'on fait pour exister quelque part? Parce que je disais, il y a peut-être une concurrence entre vous. Cécile Philippe, l'Institut Molinari. Oui, alors moi, j'ai pas l'impression... moi, je me sens pas en concurrence avec tous mes collègues parce que j'ai l'impression qu'on est quand même tous sur des domaines très particuliers. Par exemple, nous, à l'Institut Molinari, on s'est vraiment spécialisé dans la pédagogie économique, donc comment expliquer l'économie au plus grand public. Et alors, comme on a très peu de moyens, on essaye d'être malin et on essaye de concevoir des produits qui peuvent ultimement toucher le grand public, mais parce qu'ils sont très accessibles, ils peuvent plaire aux journalistes. Donc, par exemple, certains de nos études les plus connues, c'est le jour de libération fiscale, qu'on fait maintenant en partenariat depuis 4 ans avec le Figaro. On adore. Et, le lecteur adore. Oui, c'est une étude qu'on a complètement conçue pour être adaptée à l'individu moyen, c'est-à-dire qu'on fait un jour de libération fiscale pour monsieur et madame lambda, et c'est une étude qui génère des centaines de hits médias chaque année, mais sans qu'on fasse rien, c'est-à-dire qu'on lance l'étude, et comme elle est extrêmement bien packagée pour être facile d'accès et plaire aux journalistes, en fait, ce sont les journalistes qui font le débat, qui font la diffusion, et on en a d'autres comme ça, en fait. À chaque fois qu'on pense qu'il y a un sujet absolument crucial, par exemple la dette publique, pour moi, c'est une question mais cruciale, parce que je pense qu'elle va nous amener, si on ne traite pas ce problème dans des situations intolérables et des choix vraiment radicaux, eh bien on fait le jour où l'État commence à faire crédit. Ouais. Un autre concept, un autre baromètre hyper accessible qui plaît aussi aux journalistes. Donc voilà, on va essayer de... Et je dirais que le rythme, ça va être... 4-5 par an sur... C'est ça, il faut être vendeur un petit peu, là, comme oui, ça, justement, absolument. comme l'étude sur la fiscalité avec le Figaro Économie, par exemple, ou la dette publique, ça fait peur à tout le monde. Il faut être un petit peu, comment dire, allez,
racoleur quelque part pour J'ai pas l'impression qu'on est racoleur. Peut-être sur le jour de libération fiscale, c'est vraiment un truc un peu polémique, mais par exemple le jour où l'État commence à faire crédit, le baromètre sur les États moralisateurs, etc. C'est vraiment des manières de concevoir des questions complexes de façon simple. Mais c'est là où je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer, parce que les questions économiques sont très complexes, les questions sociales aussi, et nous, on est supposé pouvoir prendre le temps de les analyser et ensuite de les digérer et de les rendre sous une forme accessible pour des personnes intéressées mais non expertes. C'est tout un challenge en fait. Denis Ferrand, comment se faire entendre? C'est vrai qu'il faut bien distinguer ces deux temps. Il y a le temps effectivement de la publicité qui va être assurée d'une étude, mais cette publicité elle sera d'autant plus pénétrante qu'il y a eu un travail qui a été fait de longue haleine. Et l'importance de la permanence du travail des think tanks est importante. Enfin, je vais prendre un exemple. Le thème, c'était une étude, je me souviens, c'était l'OCDE qui avait estimé qu'il fallait en gros il fallait 10 ans à peu près entre le moment où on commence à instruire un sujet, à le verser dans le domaine public et les premières mesures de politique économique que l'on va prendre pour pouvoir répondre au sujet. Nous on a eu cet exemple à Rexecode, c'est le thème de la compétitivité. On a commencé à travailler la matière sur la compétitivité, c'était aux environs de 2003, 2004. À ce moment-là, non, mais attends, c'est pas le sujet. Bon, on se faisait renvoyer dans nos buts, mais on a dit non. Pour nous, c'est le sujet. C'est là que on est en train de perdre pied, on est en train de perdre du terrain. Il faut travailler la matière. Et puis, petit à petit, alors peut-être qu'on n'était pas très convaincant au départ, peut-être qu'on n'avait pas les bons leviers, on n'avait pas la bonne publicité du sujet. Je veux bien en convenir, mais on voit bien que c'est parce qu'on a réussi au bout d'un moment à rendre quelque chose qui n'était pas forcément gagné comme simplement évident qu'à la fin, eh bien, il y avait eu une mesure qui s'est appelée aussi le CICE, qui contenait le mot compétitivité dans sa dénomination, alors même que le président qui a mis en œuvre ne l'avait absolument pas prononcé dans son programme. Donc il y a quand même tout un travail, mais comment est-ce qu'on est arrivé aussi à convaincre là-dessus? Bien, parce que c'est vraiment le travail de longue haleine. Il faut sans arrêt remettre l'ouvrage sur le métier. C'est ça qui est important. Donc il y a bien l'immédiateté du message porté par le think tank, mais cette immédiateté est d'autant plus pénétrante qu'on a travaillé le sujet pendant longtemps. Et passer à la télé aussi, ça se aussi. Oui, bien sûr, ça en fait partie. Maxime Zvailly, Eric Heyer, Olivier Babot. Pour répondre à votre question, moi je pense, alors vous savez, Génération Libre, on est un think tank un peu spécial. Moi je me considère un think tank activiste. Je pense que les think tanks sont là pour rêver. C'est-à-dire qu'ils sont là pour réfléchir, bien sûr, mais ils sont là aussi pour metêtre le curseur un peu plus loin. C'est quoi un think tank activiste par rapport à vos 5 autres collègues? Un think tank activiste, il y en a beaucoup, hein, mais par exemple, on ne fait pas que réfléchir et publier des notes. On est aussi, par exemple, on a attaqué l'État en justice sur le fichier TES, vous savez, le méga fichier qui recense toute la population. Donc on a attaqué, on a porté plainte devant la Cour européenne de justice. Donc on est dans ce processus-là où on n'est pas que dans la réflexion. On finance, par exemple, un revenu universel au Brésil. On fait la pédagogie du libéralisme, c'est-à-dire qu'on va dans les universités. On a été à Lyon dernièrement, on part à Lille la semaine prochaine, où on va toucher des centaines d'étudiants. On va leur livrer gratuitement un cours de libéralisme. Donc on fait plus que, si vous voulez, juste réfléchir. On verra dans un instant à quoi servent les think tanks, justement. Voilà. Mais donc pour répondre à votre question, comment on se fait entendre, bon, déjà il faut dire qu'on a la chance en France d'avoir un pluralisme dans les médias qui fait qu'on est écouté. C'est-à-dire que généralement, c'est pas très compliqué d'avoir les pages d'un papier d'un journal qui est ouvert, ou d'être invité sur une émission, si tant est que vous avez effectivement les bons arguments et que vous êtes un minimum sérieux. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître en France. C'est plutôt accessible au niveau des médias. Après, quand je vous dis rêver, c'est-à-dire que nous, on a une pensée radicale. Voilà, on assume le fait d'être des libéraux à 100%. Et donc, effectivement, c'est là-dessus qu'on joue notre carte et qu'on est invité. Moi, il y a une phrase de Valérie que j'aime beaucoup qui dit « Le monde ne vaut que par les ultras et ne tient que par les modérés ». Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a ce champ, on va dire, politique central, et les think tanks ont ce recul que n'ont plus les politiques, que n'ont plus les partis politiques, puisqu'on est qu'ils sont morts. Ils ont le temps de réfléchir, ils ont le temps de rêver, ils ont le temps de pousser le curseur un peu plus loin, d'oser des choses que ne font pas certains députés, certains ministres, etc. Donc je pense que c'est là-dessus aussi qu'on a un rôle à jouer, c'est-à-dire à mettre le débat public, à mettre des espèces de parenthèses ou des limites du débat public en allant le plus loin possible. Pour conclure juste cette première partie, un mot chacun. Eric Heyer, donc. Un mot. Non mais nous, l'étude parfaite, c'est l'étude qui à la fois donne lieu à un rapport pour une assemblée, le Sénat, l'Assemblée nationale, ou en France ou en Europe. Donc on arrive à toucher les hommes politiques, qui s'appuient sur des chapitres qui peuvent être publiés dans un document de travail, ou qui a vocation à être publié dans une revue académique, pour qu'aussi ces idées circulent dans le milieu académique, qui soient ensuite traduits dans ce qu'on appelle un policy brief, c'est-à-dire un résumé sans équation, sans rien, extrêmement clair, en 10 pages, pour toucher
embaucher plutôt les journalistes et pourquoi pas d'autres hommes politiques avec une vision très appliquée sur des mesures. Et ensuite, encore en un peu plus résumé, donc sur notre blog pour toucher le maximum de citoyens. Et donc, si on a réussi à faire ces 5 produits à partir d'une étude, on a considéré que là, l'idée circule un peu dans tous les cercles et on aura gagné notre pari. Marie Vizot, à l'issue de cette première partie, justement, avant qu'on s'interroge sur à quoi servent les think tanks, peut-être une question, une remarque donc, sur tout ce qui s'est dit. En fait, Eric, il vient de faire la transition directe vers à quoi servent les think tanks. Vous en avez tous un petit peu parlé dans vos interventions, parce que finalement, l'utilité et le fonctionnement ne vont pas l'un sans l'autre. Et peut-être que dans notre seconde partie, il sera judicieux de remettre vos activités et vos travaux dans le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, le pays dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire un monde dans lequel les crises se succèdent, dans lequel les inégalités progressent, on le constate tous aujourd'hui, dans lequel l'État et la société sont face à de nouveaux défis. Alors oui, les think tanks, on en a besoin. Est-ce qu'ils vont remplacer les partis politiques? Ça, c'est la question provocatrice posée par Olivier, mais finalement, ça vaut le coup de se la poser. En tout cas, les think tanks ont besoin d'être là pour éclairer les partis politiques aujourd'hui. Moi, j'aurai quelques exemples à vous donner. Vous les compléterez tout à l'heure de manière très précise, sauf si vous voulez que je vous les donne tout de suite. Mais Fabrice va peut-être introduire la deuxième. Non, ce que je voulais voir avec vous, Marie, c'est, puisque vous êtes penchée, vous avez regardé pour travailler cette conférence ce soir, sur quelques réalisations concrètes, justement, qui sont sorties justement des think tanks. Il y en a beaucoup. Alors, à l'esprit vient d'abord celui de l'Institut Montaigne, qui, n'est pas là ce soir, mais dont les notes et les analyses ont fourni l'essentiel de la matière à la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Ce qui pose d'ailleurs, par ailleurs, la question de la proximité avec le politique, mais ça c'est une autre question qu'on pourra aborder. Ensuite, quand l'OFCE, Eric, évalue les pertes de pouvoir d'achat pour les retraités, c'est une note qui a fait grand bruit il y a encore quelques mois quand vous l'avez publiée. Je parle notamment de la hausse de la CSG qui a fait perdre du pouvoir d'achat aux retraités, tout ça. Elle a vécu dans le débat public, elle a vécu dans les médias, cette note. Elle n'est évidemment pas à l'origine du revirement du président de la République, de la correction du président de la République, mais elle a participé à ce débat. En tout cas, elle y a contribué inévitablement. Ensuite, quand l'Institut Sapiens publie une note qui s'appelle « Logement, 3 chocs pour une révolution », et que quelques jours après, le ministre en charge du sujet, sur une grande radio, Julien de Normandie, dit il nous faut des chocs sur le logement, et qui cite les chiffres de l'étude. Et ben voilà, ça fait avancer le débat, ça contribue. Alors il va pas évidemment reprendre vos propositions à la lettre, mais la petite musique s'est installée. Pareil, quand l'expert de Sapiens, à l'origine de la note sur les bitcoins, est auditionné à l'Assemblée nationale et à la Cour des comptes, pareil, le travail des think tanks s'introduit dans le débat public, tout comme la note sur l'absentéisme au travail est citée dans les débats sur la loi Pacte. Voilà, ça, ce sont des réalisations très concrètes du travail des think tanks. Et c'est à ça aussi qu'ils doivent servir pour éclairer le débat public afin que les exécutifs prennent les décisions les plus judicieuses possibles. J'espère que Julien de Normandie, sur cette radio, il a cité l'Institut Sapiens quand même, non? Il ne l'a pas cité. Ah là là là, il a repris les voleur, termes, mais il ne les a pas cités. Bon. Ces think tanks, on a écouté Marie Vizot qui a repris quelques exemples justement, donc des think tanks manifestement utiles, et personne n'en doutait ici même, bien entendu. À quel manque ça répond? Les partis politiques sont souvent critiqués pour leur manque d'imagination. Ce succès des think tanks, ça s'intègre dans cette crise du politique, à votre avis, ou pas? Olivier, allez-y, s'il vous plaît. Ouais. Il faut se souvenir qu'autrefois, les partis politiques du temps de leur gloire avaient des centres d'études. Il leur est arrivé de produire des choses intéressantes. Et ça fait longtemps que c'est fini. Peut-être parce qu'ils n'ont plus les moyens. Parce qu'il y a une époque, il y avait le Club 89 à côté du RPR. Alors oui, ils produisaient aussi leur propre club qui était affilié. Je crois qu'il n'y a aucun de nous qui est directement affilié à un parti politique. Et c'est comme ça qu'on l'a voulu aussi, parce que je pense qu'on est vraiment
crédible justement que si on a ce minimum d'indépendance. Donc, aujourd'hui, concrètement, souvent les entreprises sont dans l'opérationnel, un cabinet de conseil fait du conseil, et c'est son métier. Les entreprises, pour dire les organismes publics, je parle à la Cour des comptes, l'inspection des finances, font des choses très très bien, mais dans une spécialité particulière, avec des modalités particulières de communication. Il y avait une place libre pour justement des gens qui sont capables d'être relativement réactifs, qui essayent d'être sérieux avec toute la diversité qu'on peut avoir, pour essayer de proposer des choses novatrices et de créer cette espèce d'offre des idées. Et on se rend compte que tout naturellement, les hommes politiques viennent nous voir. Et on est là pour ça, pour qu'ils viennent nous piocher. Alors qu'ils nous volent, effectivement, comme disait Cécile, qu'ils nous volent parce qu'on est là pour ça. On s'en fout d'être cité, c'est pas du tout notre problème. On publie chacun des idées auxquelles on croit, elles sont parfois différentes, et puis on est content si elles sont reprises. Voilà. Vous travaillez pas principalement pour les hommes politiques pour qu'ils viennent puiser des... Non, moi je cite souvent, c'est la phrase de Sacha Guitry pour les femmes. Nous, la politique, on est contre, tout contre. Donc on n'y est surtout pas, on ne doit pas... pour nous, c'est un deuxième métier, c'est une deuxième phase. C'est-à-dire se proposer, aller briguer les suffrages de ses concitoyens, c'est formidable, c'est un métier extrêmement ingrat, extrêmement difficile, que j'admire beaucoup, surtout pour ce qui est des élus locaux. Mais je crois que ce n'est pas notre vocation à nous, think tank. Notre vocation, c'est justement d'être uniquement l'espèce de tapis volant, la préparation. On va mettre les idées dans le débat public, on va faciliter ce débat public. Et je crois vraiment, chez Sapiens, depuis le début, on est persuadé que non seulement il faut être un laboratoire d'idées, mais il faut aussi être un média, c'est-à-dire assumer ça. Donc nous, on fait des podcasts, on crée des débats, et on est aussi, c'est une troisième chose, on est un mouvement citoyen, c'est-à-dire qu'on est en dehors du périphérique, on est dans les territoires. On a ouvert à Tours la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Il y avait quand même 200 personnes qui sont venues. On est déjà à 3, on est à Bordeaux, c'est pas notre représentante de 3 qui est là, on sera bientôt à Marseille, Lausanne, etc. Parce que on n'est pas, et malheureusement on est trop non seulement franco-français, mais parisiano-parisien. Donc on essaye d'être ces 3 choses en même temps pour pouvoir rayonner, non seulement produire de la pensée, mais rayonner. Mouvement citoyen, à votre façon, quelque part, elle est Denis Ferrand, Cécile Philippe. Mouvement citoyen, je sais pas, parce que c'est peut-être moins la situation, je pense. Vous deux, on est un peu plus particulier, parce qu'on est vraiment, on est un institut où on va construire la donnée, on va construire l'intelligence du moment dans lequel on se situe. Mais pour refaire un peu l'histoire du chemin dans la relation avec les partis politiques, il en va un peu des partis politiques comme des entreprises. Le thème, c'était les entreprises doivent se recentrer sur leur cœur de métier. D'une certaine manière, les partis politiques, ils ont fait la même chose. Ils se sont recentrés sur leur cœur de métier, qui est en gros la conquête du pouvoir. Voilà, c'est ça un parti politique, c'est se préparer à exercer un pouvoir et donc se construire la condition de le saisir. Et ce faisant, ils ont laissé un peu en friche le terrain des idées et ils l'ont externalisé. Alors ils l'ont externalisé auprès de think tanks et qui ont fleuri aussi à ce moment, parce que pendant très longtemps, en fait, on était un peu seuls. Il faut bien le dire, OFCE, Rexecode, IRES. Et cette floraison des think tanks, c'est quelque chose qui est quand même assez récent. Je pense qu'on peut le dater à peu près d'une dizaine d'années. Parce qu'il y a certes une aspiration citoyenne. Le fait déclencheur, qu'est-ce qui a fait que depuis 10 ans, tout d'un coup c'est par exemple, c'est le PS qui a totalement abandonné le champ des idées, qui a dit, allez, c'est Terra Nova qui va me faire toutes mes propositions. C'est l'exemple de Montaigne. De l'Institut Montaigne. Mais, en fait, il y a eu un peu cette tentative d'externalisation où ces think tanks se sont affirmés par rapport à un vide qui s'était créé. Cécile je trouve c'est très intéressant de parler de la conquête du pouvoir, parce que je pense qu'effectivement maintenant ils se sont spécialisés dans la conquête du pouvoir, mais ils se rendent compte aussi qu'une fois qu'on a le pouvoir, c'est pas facile de l'exercer. Et je trouve que c'est là qu'est notre rôle. Nous, on l'a constaté avec notre jour des libérations fiscales qu'on fait sur toute l'Union européenne et en particulier en Belgique. Et en 2014, force d'avoir travaillé en gros le terrain, le gouvernement Michel a décidé effectivement de diminuer les charges sociales, ce qui était le point que nous soulignions dans notre étude. Donc finalement, elle a eu une efficacité, mais parce qu'on a créé le cadre le cadre dans lequel cette réforme était possible. Je pense que ce gouvernement avait envie de le faire, et grâce à la popularité de cette étude et à sa... Ils s'en sont servis quelque part mais ils s'en sont complètement servis, en effet, parce qu'en fait, on produit vraiment des chiffres avec... Est-ce qu'ils sont abrités aussi, par exemple, derrière votre étude? Oui, elle a été citée. Maintenant, elle est citée par des journaux comme le Financial Times, par le Bloomberg. C'est presque devenu une sorte d'indicateur, parce qu'en fait, on produit de la donnée avec EY sur les charges sociales, salariales, patronales, des choses qui n'existent pas. En fait,
fait, ces données, elles n'existent pas aussi clairement que ce qu'on fournit. Et donc, ça donne une opportunité quand d'autres choses sont là, mais ça en fait partie. Hippolyte Dalby, influenceur, on le voit avec Cécile Philippe dans son récit. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se transformer aussi en groupe de pression ? Oui, mais certes, on peut. Il y a les économistes notamment ont une proximité avec le politique et depuis longtemps, donc bien sûr qu'ils peuvent avoir une influence. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le monde intellectuel, le monde de la recherche a beaucoup changé au cours du XXe siècle. D'accord, on n'est plus aujourd'hui avec des écoles qui seraient assez simples. Vous voyez, vous auriez les marxistes, les keynésiens ou les libéraux. Avant, c'était très simple et ça pouvait irriguer évidemment les partis politiques assez naturellement. Aujourd'hui, à chaque fois. Aujourd'hui, lorsque vous allez voir les jeunes chercheurs en économie, il n'y en a aucun qui va se réclamer d'une de ces écoles de pensée. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils sont sur la data, ils sont sur les données. C'est vraiment une révolution au niveau de la recherche, qu'est-ce qu'on appelle evidence-based, encore un mot anglais, mais c'est d'aller sur les faits. Et la plupart vont être ça. Et évidemment, le même chercheur, parfois, celui qui travaille sur le marché du travail ou sur je ne sais pas quoi, ou sur l'immigration, une fois il va sortir une étude qui est basée sur des résultats empiriques qui vont plaire à certains dans un parti politique. Et puis une autre fois, cette même personne peut produire quelque chose d'autre et qui va aller plutôt être reprise par d'autres personnes. Donc voilà, l'enjeu il est un petit peu là. Je veux dire, c'est de dépasser ces grandes écoles de pensée et de faire en sorte que cette révolution des données qui nous donne vraiment beaucoup d'informations sur le monde dans lequel on vit, puisse irriguer et puisse aller vers le politique. On a vu dans certains pays, et Marie Vizot nous le rappelait tout à l'heure, les think tanks ont une importance considérable. Est-ce que oui ou non, les politiques, restons sur la France, sont sous l'influence quelque part des think tanks ou peuvent être sous l'influence des think tanks? Maxime, Éric Heyer. Oui, juste du coup pour rebondir sur ce que Denis disait, je pense effectivement que ça a été, 2008 Sarkozy, oui. Où on avait encore, si à l'UMP il y avait la direction des études sous Emmanuel Mignon, où je pense que ça a été vraiment la dernière fois où les partis politiques ont intériorisé, on va dire, la réflexion et qu'à partir de ce moment-là, il y a eu effectivement une cassure. Les hommes politiques sont plus sous l'influence en France historiquement d'un grand intellectuel, d'un grand penseur, d'un grand gourou, plutôt que les Anglais qui vont être plus sur les centres de réflexion et justement les think tanks. Et en ce sens-là, on a eu une bascule effectivement sur les 10 dernières années où on a, et c'est pour ça qu'on est là ici, on fait plus confiance aux think tanks parce qu'on se rend compte que les partis ne sont pas là effectivement pour réfléchir, ils sont là pour gagner des élections, ce qui est très différent. Après, pour répondre à votre question aussi, il y a influenceurs et influenceurs, c'est-à-dire que moi je pense que les think tanks, soit ils influencent en termes de lobbyistes politiques, c'est-à-dire qu'ils vont effectivement voir les députés, voir les ministres, dans les cabinets ministériels, dans les couloirs de l'Assemblée, ou alors ils essayent d'influencer l'opinion publique. C'est très difficile de faire les deux. C'est-à-dire que influencer l'opinion publique, concrètement, c'est justement de faire une pédagogie. Et alors, du coup, ça vous demande de défendre une philosophie, de défendre certaines idées très très fortes, et d'essayer de faire le pari de l'électorat, en fait, de dire on va changer la mentalité de l'électeur pour faire le pari que la demande politique va changer, que du coup l'offre politique va changer. C'est très compliqué, c'est quelque chose sur le très long terme, ça a très peu de chances de marcher, mais ça vaut le coup d'être essayé. Et à l'inverse, sur le lobbying politique, c'est effectivement aller faire en sorte que le pouvoir politique change de l'intérieur. Et je pense que certains think tanks font du lobbying politique, certains en font juste, par exemple, je pense par exemple à l'IFRAP aussi, qui font beaucoup dans les territoires, en province, qui ont beaucoup d'adhérents en dehors de Paris, et donc qui ont cette espèce de maillage. On essaie de faire la même chose chez Génération Libre. Donc je pense qu'il y a deux choses comme ça à viser, et on voit émerger au sein des think tanks français cette espèce de dichotomie entre les deux qui est extrêmement intéressante. Éric Heyer, l'OFCE. Peut-être qu'il y a une troisième façon d'influencer. Alors c'est peut-être la façon peut-être un peu plus OFCE, c'est dans le moment de la contre-expertise. C'est-à-dire que si vous êtes au gouvernement ou si vous êtes dans un parti et vous savez que tout va être refait par d'autres personnes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs centres de recherche qui vont refaire ce même travail, bah vous n'allez pas avoir une expression exactement la même. C'est-à-dire que vous allez dire attention, je ne vais pas commencer à dire que les inégalités n'ont pas augmenté si d'un coup il y a un centre de recherche qui va refaire les calculs et tout de suite après dire non mais en fait tu t'es trompé. Donc moi je pense que aussi l'utilité de ces centres de recherche, de ces think tanks, c'est de dire attention, on est derrière vous et on va refaire le travail, et donc attention, ne dites pas non plus n'importe quoi, soyez aussi rigoureux dans votre propos, et ça je pense que c'est me semble-t-il, alors il n'y a pas que l'OFCE, vous avez des hauts conseils qui émergent un peu partout, et notamment aux finances publiques, aux prélèvements obligatoires, qui fournissent ce genre d'études. Donc c'est là pour ça que le think tank c'est vraiment extrêmement large, et on voit bien que tout le monde s'appuie
s'appuie sur ces travaux-là pour essayer d'avoir finalement un discours qui ne parte pas dans les décors, parce qu'on se dit attention, si je m'écarte trop de ce qui est produit par ailleurs, je vais être extrêmement critiqué. Juste avant qu'on retrouve Marie Viseau et avant d'aborder la troisième partie, mais c'est celle qui m'a un peu inspiré cette question. Le nombre de think tanks par pays, est-ce qu'un grand pays se reconnaît au nombre de think tanks? Je pense sur la scène internationale, par exemple, j'ai dans la tête l'IFRI, l'IRIS, la FRS, le CERI, Sciences Po. 4 gros think tanks sur la scène internationale, sur la scène géopolitique finalement. Est-ce que c'est suffisant pour un grand pays comme la France en matière d'influence, de soft power? Juste sur cette question-là, justement. Tiens, vous voulez répondre, Eric, non? Je ne sais pas, parce qu'encore une fois, je vais aller très court. Moi, il me semble que le plus gros think tank en France, c'est l'université. Et donc, si tous les universitaires qui sont sans doute je sais pas, en économie, quasiment nos meilleurs économistes sont à l'université. Et on a beaucoup d'universitaires. Donc, si tous les universitaires se lançaient peut-être un peu plus dans de l'économie appliquée, mais ils le font. Et du coup, moi, je pense que c'est là où la France n'a pas à rougir. Donc, on a tout de même énormément d'universitaires qui sont là pour fournir énormément d'idées. Et donc, on peut rajouter des think tanks avec, mais l'université, il faut aussi la comptabiliser dans ces think tanks. Olivier Babot, un mot, s'il vous plaît. Juste un mot, puisqu'on est quelques-uns universitaires ici. Un des problèmes de l'université, c'est qu'on n'est pas du tout encouragé, ni évalué, ni à aucun moment formé au fait d'aller en dehors du cercle collégial académique. Et c'est un des problèmes de l'université, c'est qu'il y a d'extraordinaires cerveaux et de formidables recherches, mais la plupart du temps, elles ne sortent pas. Alors, moi, je laisse un peu traîner mes filets, et justement, quand je croise, comme récemment, il y a 1 an, en fait, un collègue de Paris 8 qui me parle de ses travaux, je lui dis « Ah, mais c'est super intéressant, en dehors de tes papiers de recherche, mais tu essayes de les faire ressortir. » Il n'a pas le temps, il n'a pas le savoir-faire. Donc, par exemple, on a sorti récemment l'étude sur l'impact, il avait fait un papier universitaire là-dessus, académique, sur l'impact de la formation professionnelle sur l'économie. Voilà. Et on l'a aidé à traduire ça. Donc finalement, on a aussi ce rôle d'aide à la traduction pour aider des chercheurs à sortir et à, on pourrait dire, se traduire en langage vernaculaire, comme on pourrait dire, en langage grand public. Cécile, parce qu'il est bientôt 8h, je sais Absolument. que certains doivent Très partir, et puis après vous aurez la parole, bien sûr. Oui, moi au contraire, je pense qu'on n'est pas suffisamment nombreux en tant que think tank, parce que justement, un de nos rôles, c'est de pouvoir interpréter le travail des universitaires. Un universitaire, s'il veut bien faire de la recherche, il faut qu'il se focalise là-dessus. C'est un travail tout à fait différent de chercher et ensuite de traduire. Denis. Oui, j'avais juste une anecdote. L'année dernière, j'ai participé à au congrès de l'Association française de sciences économiques, dans une session qui était comment les académiques doivent apprendre à parler aux médias. Et en fait, je me suis dit, je vais me donner un seul objectif, c'est de convaincre les académiques que le jour où un journaliste les appelle, ils n'attendent pas 3 jours pour lui répondre. Parce qu'en réalité, là, c'est beaucoup trop tard. Et donc, il y a aussi cette adaptation des temps. Enfin, tout à l'heure, la question a été posée justement de comment on rend visible. C'est déjà, il faut se rendre disponible. Effectivement, les think tanks sont surtout des transmetteurs d'une certaine manière. Ils sont des propagateurs des idées aussi qui peuvent être développées par ailleurs, notamment dans le monde de l'université. À quoi servent les think tanks? Pour conclure cette deuxième partie, Marie Viseau, question, réflexion peut-être, je vous écoute. En fait, tout ce que vous dites est assez inspirant, et notamment la question de savoir si on est suffisamment nombreux en France. Alors, je n'ai pas en tête le chiffre de think tank allemand, mais par contre, aux États-Unis, ils sont passés d'une petite douzaine en 1970 à 300 aujourd'hui, et en attirant la classe politique, les médias, en faisant des notes qui ont attiré les médias. Et eux, pour le coup, ils ont détrôné les universitaires. C'est-à-dire que aujourd'hui, aux États-Unis, les gouvernements consultent les think tanks et pas les universités. Voilà, c'est un petit peu la réflexion que m'inspirait votre discussion, avec aussi une contrepartie, c'est qu'officiellement les prestigieux think tanks de Washington sont des think tanks indépendants, et ça rejoint aussi les questions financières dont on parlait au début. Ils sont censés produire des analyses très sérieuses, elles le sont pour la plupart, mais on se souvient de cette enquête du New York Times, enfin j'imagine que vous l'avez en tête, qui avait montré que les gouvernements, et au moins une soixantaine de gouvernements, avaient financé à hauteur de centaines de millions de dollars les think tanks. Donc voilà, qu'est-ce qu'on veut nous en France? Alors on dit aussi que les think tanks allemands sont pragmatiques et ennuyeux. Alors et financés par les partis politiques, voilà.
Donc qu'est-ce que nous, on veut comme think tank en France? Quel modèle on veut? Quel avenir pour les Quel think tanks? avenir? C'est vous qui allez répondre à cette troisième question. Et donc je fais Est-ce qu'il y a un exemple étranger qu'il qu'il faudrait mettre en avant ou pas, à votre avis? Vous avez cité quoi? Vous avez cité les États-Unis. C'est vraiment l'exemple qu'il faut mettre en avant? Est-ce que c'est l'exemple qu'il faut mettre en avant, sais pas, sachant qu'il y a cette contrepartie de les think tanks sont très puissants, mais sont moins indépendants, sont plus écoutés, mais avec davantage de scandales. Je ne sais pas si vous avez un modèle de think tank. Qu'est-ce que vous voudriez devenir? Voilà. Et on passe directement à notre troisième question. Alors comment accélérer? Tiens, Hippolyte Dalby, membre du Cercle des économies, justement, sur l'avenir des think tanks. Ouais, je ne sais pas si on a vraiment besoin, vous voyez, d'un think tank de droite qui va dire que baisser les impôts c'est bien, et puis d'un think tank de gauche qui dit que augmenter les impôts c'est bien. Vous voyez, ça je dirais qu'on le sait. Bon. Et on n'a pas besoin tellement, je veux dire, d'études et des choses comme ça. Voilà. Donc moi, ce que je retiens, et surtout de ce que disait Eric, c'est qu'il y a besoin d'énormément d'études. Vous voyez, le pire, c'est d'arriver en disant, voilà, j'ai une étude qui me montre ça. On ne ferait jamais ça en médecine, vous voyez, ou en biologie. Il n'y a pas une étude qui va prouver quoi que ce soit. Et il en faut beaucoup, il en faut énormément. Et donc il faut cette diversité, il faut peut-être un petit peu moins d'activisme et justement un petit peu plus de recherche pour avoir un faisceau d'études qui nous donne une vision à peu près juste du réel. Ouais. Et c'est quoi leur place, Cécile, Philippe, l'avenir des think tanks, justement? Et alors, juste en réaction à ce que Marie disait à propos des États-Unis, il y a aussi un truc qui existe aux États-Unis qui est assez formidable, c'est celui du monde des fondations. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les think tanks d'un côté, mais de l'autre côté, vous avez aussi des fondations qui sont riches de 50 millions, 60 millions, 100 millions, et qui vivent des dividendes de cet argent placé et qui sont capables de faire des trucs incroyables. Il y a une fondation qui s'appelle le Liberty Fund. Ils organisent dans le monde entier des petites conférences de 15 personnes pour parler de la liberté chez Henri Troyat, parce que son créateur pensait qu'un jour, on ne parlerait plus jamais de liberté. C'était sa crainte. Et bon, voilà, vous avez cette fondation qui existe. Je trouve que c'est un modèle absolument formidable parce que ces organisations continuent de remplir la mission qui leur a été confiée par leur créateur et en ont les moyens grâce au placement. Donc ça, je trouve que c'est un modèle, un modèle assez génial. Je suis d'accord aussi avec cette idée que en fait, il faut aussi se méfier d'expertise quand même, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'expertises qui sont aujourd'hui, dont on montre aujourd'hui qu'en fait, elles ne sont pas réplicables dans le monde social, etc. Etc. Et donc, la diversité est absolument nécessaire, et le débat, et la réplicabilité, pour s'assurer qu'effectivement, on arrive à peu près à cerner quelque chose d'important dans le réel. Donc ça, c'est vraiment... Et ça, c'est possible que quand on a une pluralité d'institutions. Et c'est pour ça que je dis, c'est bien qu'on soit aussi nombreux, mais en fait, il faudrait être encore plus nombreux pour pouvoir encore davantage travailler les questions. Nous, on vient de bosser pendant 3 mois sur la taxation des GAFA, parce qu'on s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment les GAFA qui vont être taxés, ou est-ce que c'est nous? Et en fait, c'est un sujet extrêmement complexe, parce qu'il faut rentrer dans les comptes des différentes entreprises, de les comparer, etc. Mais ça prend un temps fou. Il faudrait pouvoir le faire sur tous les sujets qui sont évoqués, mais ça, c'est un travail titanesque. C'est une nouvelle façon de faire de la politique, de différents, allez-y, Rexecode. Nouvelle façon, je ne sais pas si c'est une nouvelle façon de faire de la politique, mais on est quand même dans un contexte qui est très important. Il y a le mot expert aujourd'hui est voué aux gémonies à peu près autant que l'est le mot politique. Et on est quand même dans ce contexte. En fait, il y a quelque chose qui est quand même très frappant. Il y a quand même on est tous un peu frappés du syndrome Dunning-Kruger. Le syndrome Dunning-Kruger, c'est plus on en sait, moins on a envie de s'exprimer, parce que plus on en sait, plus on a de doutes sur ce que l'on observe. Et à l'inverse, moins on en sait, plus on a envie de l'affirmer. Donc on est quand même un peu dans ce moment. Ah ouais, moi j'en sais un paquet. Hein. Mais par contre, je le dis. Donc, voilà, j'ai fait ma catharsis par rapport à Dunning-Kruger. Donc, mais on est vraiment dans ce moment-là, et cette légitimité de l'expert est aujourd'hui questionnée. Donc aujourd'hui, comment un expert doit réfléchir? Alors, c'est d'autant plus facile pour nous, parce que dès lors qu'on nous présente Rexecode, Institut proche du patronat, donc c'est bon, on est paré de tous les oripeaux du Satan. Donc pour nous, c'est... Non, vous n'êtes pas libéral. Libéral, c'est oui, bien. C'est vrai que... Libéral, ultra-libéral. Tu es pas mal aussi. Tu es pas mal sur cet aspect. Donc, en fait, ce qui est très important, c'est de construire la réfutabilité de nos études.
la réfutabilité de nos études pour bien montrer qu'elles sont aussi irréfutables. Et en fait, il y a une exigence qui est renvoyée à l'expert qui est tout à fait fondamentale. Donc nous, tous les travaux que l'on fait, ce sont les travaux qui s'appuient sur de la donnée publique. N'importe qui peut reproduire tout ce que l'on fait. Maintenant, montrer que nous avons tort dans ce que l'on analyse. Donc évidemment, on va toujours prendre un objet à partir d'un regard. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est nous le regard que l'on va porter sur le sujet économique, c'est quelles sont les conditions d'avoir une croissance un peu plus forte. C'est ça l'angle que l'on va prendre. Donc un même objet, on peut le prendre à partir de différentes facettes, mais en tout cas, à partir du sujet que l'on prend, il faut que l'on puisse être réfuté, mais en étant irréfutable. Alors, c'est une nouvelle façon de faire de la politique. Est-ce qu'un jour, vous allez doubler les partis politiques ou pas? Non, je ne pense pas que ce soit la vocation des think tanks. Enfin, sinon, c'est des partis déguisés. Je ne pense pas que ce soit des partis déguisés, justement, parce qu'il faut que ce soit séparé. Mais par contre, je pense que le rôle des think tanks, c'est justement aussi d'aller parler effectivement aux universitaires, aux experts, mais aussi aux nouvelles générations. Parce que quand vous allez effectivement dans les universités, quand vous allez dans les lycées, ils n'ont plus envie d'aller dans les partis politiques. Enfin, je veux dire, c'est plus du tout à la mode, ça ne marche plus, il n'y a plus personne qui a envie d'aller dans les partis politiques. Il y en a certains qui sont très, on va dire, suspicieux, méfiants envers l'entreprise, en disant ce monde du fric, etc. Donc il y a quand même une demande d'engagement, il y a des idées, il y a une volonté de changer le monde, et je pense effectivement que les think tanks sont cette porte d'entrée-là, et elles peuvent répondre à cette demande-là des nouvelles générations. Donc je pense que le rôle activiste, il est quand même important, et que dans ces jeunes-là, il y a aussi beaucoup de futurs experts, beaucoup de recherches qui à venir. Donc je pense que les think tanks ne doivent pas être juste un espèce de cénacle d'experts qui se réunissent à Paris, mais ils doivent aussi justement entendre et faire monter les nouvelles aspirations de la société et de la jeunesse. En tout cas, moi, c'est comme ça que... Sans prendre la place des partis politiques, l'opinion publique n'est peut-être pas favorable quand même. Parce que je pense qu'une des libertés des think tanks, c'est justement de ne pas vouloir être élu. Et c'est de ne pas rentrer dans ce jeu électoral-là et de rentrer dans ce que sont les partis politiques, ce qui fait d'ailleurs un petit peu, je pense, leur perte et le fait qu'ils se soient vidés justement de leurs adhérents. Donc je pense qu'il faut être très clair de dire on n'est pas là pour être élu, mais on est là pour défendre des idées, on est là pour défendre des études très précises, des constats, des remarques, des conclusions. Donc ça, je pense que c'est très important. Je suis désolé, je dois y aller, mais par contre, je voulais juste remercier Olivier et l'Institut Sapiens pour nous avoir invités aujourd'hui. On applaudit Maxime Sbailly, c'est merci beaucoup. Voilà. Les autres, vous restez là, bien sûr. Oui, Éric Heyer, je vous donne la parole à chacun après pour quasi conclure. Les partis politiques sont morts, vive les think tanks. C'est un petit peu ce que laissait entendre, en tout cas, c'était l'appel de cette conférence, de cette soirée, donc à l'initiative de l'Institut Sapiens, d'Olivier Babot. Oui, non ? Puisque je ne vais pas rester à l'apéro, je peux dire du mal de cette phrase, parce que je ne suis pas complètement fan de cette phrase-là, parce que je pense que c'est au contraire, ça doit être complémentaire et pas substituable. Non, je pense que le think tank, il a une complète liberté d'expression, mais beaucoup plus qu'un centre de recherche et beaucoup plus qu'un parti politique. Le parti politique, il a quand même la ligne du parti plus ou moins respectée s'il veut se faire élire. Il doit tout de même réfléchir, mais dans un cadre assez restreint. Le centre de recherche, ça a été un peu dit, il doit respecter. Enfin, un effet qu'il n'arrive pas à mettre en avant, il ne peut pas le porter. Mais alors qu'il y a des effets qu'on n'arrive pas à mettre en avant parce qu'on n'a pas la donnée pour le mettre en avant, parce que c'est pas parce qu'on n'arrive pas à mettre en avant économétriquement un effet que cet effet n'existe pas. Mais un centre de recherche va avoir du mal à justement porter une idée qui n'arrive pas à montrer d'un point de vue un peu scientifique. Le think tank, il peut se libérer de tout cela. Il n'a pas de ligne de parti à respecter et il n'a pas non plus forcément une extrême rigueur scientifique et à prouver. Donc justement, c'est là où il arrive à être riche en idées et donc du coup, ça n'a rien à voir avec un parti politique et donc les deux doivent cohabiter. Quelque part. Oui, deux cohabitent, Denis Ferrand. Oui, c'est vrai que l'expert, en fait, le think tank, l'expert, je ne sais pas, on peut prendre de toutes ces chapelles, il n'a pas vocation à remplacer le politique parce qu'au total, il n'a pas le charisme du politique, parce que le politique, il est là aussi pour faire des choix. Si le politique a encore du charisme. Si le politique a encore du charisme, mais apparemment, quand il en a. Bon. Mais en tout cas, l'expert, il est là un peu pour répondre à ce que demandait. Le rôle important de l'expert, c'est de répondre à ce que lui demandait Truman, le président américain, dans les années 40, où il disait j'en ai ras-le-bol d'avoir donnez-moi des économistes manchots, j'en ai ras-le-bol d'avoir les économistes qui sont on the one hand, on the other hand. L'expert, il est là pour dire un peu quel est l'horizon des possibles et quel est le chemin par rapport à un objectif que l'on veut se donner, le chemin le plus efficace pour pouvoir atteindre dans un temps voulu l'objectif que l'on se trace. Donc on est là un peu pour dire voilà ce qui nous semble être le plus adéquat et vraiment tranché. Olivier. Oui, ma question, elle était un peu provoque, évidemment. Hein. Bien sûr, elle était là pour faire réagir. C'est ça qui est drôle. Mais j'avais mis un point d'interrogation ou pas? Non, c'est un point d'exclamation. Non, en réalité, évidemment, je pense qu'on est très complémentaires. Je pense surtout que les partis politiques
traditionnels en fait n'existeront plus de la même façon et qu'on répond à un besoin de politique, parce que finalement qu'est-ce qu'on fait quand on organise des débats, quand on permet aux gens de se former, de réfléchir à des questions qui occupent la cité, qui sont les questions de la cité, et de la façon la plus objective possible en apportant des faits. Si c'est pas de la politique au sens noble, au sens d'affaires de la cité, je sais pas ce que c'est. En effet, en revanche, la phase 2 qui est aller incarner ça dans une proposition, dans des gens qui vont faire des choix toujours difficiles, parce que malheureusement l'économie n'est pas une science exacte et la société non plus, ça c'est autre chose qu'on n'a pas vocation à faire, mais donc évidemment on est complémentaires. Pas de substitution? Absolument pas, je rêve pas du tout de la démocratie des experts, hein. Nous on n'est pas élus, donc vraiment... Pas de confiscation de la démocratie. Non, absolument pas, et donc on est là vraiment pour aider, pour éclairer, pour déplacer si nécessaire, et effectivement pour dire, écoutez, votre proposition là, elle est complètement contre-productive et elle dit pas les choses. Voilà, donc on est là pour ça, on n'est pas du tout là pour remplacer les partis politiques. Hippolyte Dalby. Oui, un peu dans le même ordre d'idée, je suis pas sûr que l'expert soit celui qui ait l'avis tranché. Parce qu'il n'y a pas forcément de vérité. Et on le sait, notamment dans ce monde qui est de plus en plus intestin. Et je dirais que je ne suis pas du tout d'accord avec Truman, finalement. Et, et de l'autre côté, non, des deux côtés, là, c'est le seul avis rangé que j'aurais, c'est que des deux côtés, je ne suis pas d'accord avec Truman. Je vais plutôt être d'accord avec Churchill, qui disait qu'il avait 3 experts. Oui, à chaque fois qu'il leur demandait, en fait, il avait 4 avis, parce que M. Keynes lui en donnait 2. Oui. Et je pense que c'est ça l'idée de l'expert, c'est il est clair en donnant des éléments et à la fin, ce qui ressort, c'est la décision politique, c'est la décision publique et ça relève du politique. Avant qu'on vous donne la parole dans la salle, Marie Viseau, donc conclusion de cette 3e et dernière partie, ou questions, remarques, réflexions? Juste petite remarque, c'est peut-être un hasard que les 6 personnes qui représentent les think tanks ce soir n'aient aucune appétence, accointance, envie politique. Nous en connaissons tous qui en ont. Voilà. Donc c'était un petit bémol à ce non très affirmatif. Non, nous ne sommes pas tentés. Alors les deux sont peut-être difficilement compatibles. Ils ne sont pas compatibles en même temps. Non, mais dans une vie d'une personne, vous pouvez avoir plusieurs moments. Voilà. Question, remarque, réflexion de la salle. Il y a un micro qui va tourner, je pense, monsieur, s'il vous plaît. Alors, Bernard Coulati, ancien DRH de grandes entreprises françaises en France et en Asie. Je voudrais rebondir sur la notion de diversité, en fait. Vous avez évoqué la diversité des think tanks. Maxime, qui est parti, a évoqué les jeunes générations. Comment est-ce qu'on s'assure que les think tanks ne sont pas qu'un groupe de Bac+5 experts qui restent entre eux et qui réfléchissent à effectivement changer le monde, ce qui est tout à fait passionnant. Comment, très pratiquement, en termes de gouvernance des think tanks, quelle réflexion vous avez, quelle feuille de route vous avez pour intégrer la société française dans sa diversité dans votre réflexion? Comme vous disiez, ce n'est pas seulement une question d'expertise et d'intelligence experte, c'est aussi être représentatif des différentes sociologies, des Bac+5, des Bac-5, de ceux qui sont effectivement sur le terrain. Est-ce qu'il y a des réflexions là-dessus? Est-ce que dans les groupes de travail, est-ce que dans les think tanks que vous incarnez, il y a déjà des choses là-dessus pour que les partis politiques sont censés représenter le peuple? Ça ne semble plus tellement être le cas. Est-ce que les think tanks, pour éviter ce risque-là, ont une réflexion sur le sujet? Très bonne question. Merci, monsieur. Denis Ferrand, Rexecode. Ça va dépendre quand même de la position des think tanks. Enfin, je vois par exemple dans la démarche que l'on a, comme celle de Eric, il y a une demande de technicité qui est quand même très importante. Et puis, travailler un modèle macroéconomique. Bon, déjà, moi, j'ai un peu de mal. Je pense que je connais un petit peu l'économie. Je fais un peu mon Dunning-Kruger. Je connais un petit peu l'économie, je pense. Et je me dis qu'il y a quand même des éléments qui font qu'il y a quand même un cut. À un moment, il faut être passé par les fourches codines qui vous permettent de comprendre comment se fait la démarche. Maintenant, c'est sur la confrontation. Et de ce point de vue, il y a par exemple, les réseaux sociaux, c'est vraiment un réceptacle formidable. C'est que justement, là, il n'y a pas de filtre. Et ce que vous expliquez, eh bien, vous devez le rendre appropriable. Et donc, ce n'est pas dans la construction de l'idée, mais c'est dans la transmission de l'idée que vous allez avoir la confrontation, l'élaboration, le développement et éventuellement même l'amélioration de l'idée que vous essayez de porter. Autre remarque, autre question? Allez-y, normalement c'est bon. C'est bon. Bon, moi je me sens terriblement une mouche dans un bol de lait ici. Je suis ingénieur et j'entends des économistes qui me disent on va vous expliquer l'avenir. De 1929 à 2008, je n'ai pas eu la sensation très précise qu'il nous ait donné un apport positif. J'ai rejoint Sapiens pour beaucoup et j'ai découvert des gens formidables.
c'est vrai, mais pour beaucoup parce que j'avais entendu parler de Laurent Alexandre et je me disais c'était le technicien qui pourrait apporter sa vision du futur, ce qu'il fait. Mais je pensais à un arbre et je me disais je n'ai pas encore vu la forêt derrière lui et je ne l'ai toujours pas vu. J'ai l'impression que nous sommes dans un monde effroyable où les partis politiques sont influencés par les think tanks qui eux-mêmes sont influencés par les sciences molles, je dirais. L'économie, l'ENA, Sciences Po, etc. Et je voudrais... je regarde l'Allemagne, tiens, je prends une personne ordinaire, Angela Merkel. Je ne suis pas sûr qu'elle ait suivi l'équivalent de l'ENA. Je vois aujourd'hui les jeunes qui partent loin, qui partaient aux États-Unis, qui partaient en Californie et qui aujourd'hui commencent à partir en Chine. Je voudrais que les think tanks pensent aussi à ça. Et j'ai l'impression que j'entends pas ce message-là, alors que nous devons être des messagers. Bon, ça fait beaucoup de... Oui, ben, peut-être pour défendre ça bien, c'est que nous défendre tous en fait. Hein. Effectivement, il y en a qui sont peut-être plus, qui ont des travaux plus techniques, donc plus difficiles à communiquer, mais qui sont quand même confrontables et confrontés. Alors nous, chez Sapiens, on le fait beaucoup plus parce qu'on est ouvert. Les groupes de travail, en fait, on fait un appel, un autre fichier, et il y a des gens qui viennent, quelle que soit l'expertise, que justement, il y a des moments où on communique, où on est ouvert, les petits déjeuners, donc on est au contact. Avec des gens sans aucun filtre, là encore, sur les réseaux sociaux ou en réalité. Donc ce travail, on le fait, et je crois qu'on n'avait pas attendu les Gilets jaunes pour se dire qu'il était nécessaire qu'aujourd'hui la politique reconnecte les gens qui sont des élus, les gens qui dirigent des entreprises, les gens qui sont des hauts fonctionnaires dans l'administration, les gens qui créent de la valeur dans les entreprises, qui sont des chefs d'entreprise, et puis tout le monde, tous les autres, des citoyens qui sont consommateurs, qui sont citoyens ou qui sont producteurs, travailleurs. Et je crois qu'on y contribue quand même. Alors, c'est pas facile. Il y a des tas d'autres gens qui organisent des débats, mais regarde le fait que tu sois là ce soir, Dominique, tu vois. Je veux dire, ça y contribue quand même. On n'a pas filtré ce soir. Hein. Tous les gens qui voulaient, dans la limite des places disponibles, mais tous les gens qui voulaient s'inscrire ont pu s'inscrire. On n'est pas un Cénacle, j'ai pas l'impression du tout. Et les autres non plus, on est confrontables. D'ailleurs, on est tous contactables. On peut pas je trouve qu'on ne donne pas l'impression d'être une dictature des experts. Vraiment pas. Quand on connaît un petit peu, de très loin peut-être, mais en réalité, on ne peut pas dire ça. D'ailleurs, la preuve, tu l'as posé ta question. Et on t'y répond. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais en tout cas, ce que je veux juste ajouter, c'est que par exemple, si à l'Institut, on décide de s'intéresser à une question extrêmement technique, alors prenons par exemple le cas des télécoms, eh bien, on ne va pas faire juste une analyse économique, on va d'abord rencontrer les gens qui connaissent l'organisation des systèmes télécoms, parce qu'on peut dire vraiment n'importe quoi en fonction de la façon dont les choses sont faites. Vous les cherchez comment, vos experts, justement? Ils viennent d'où? En général, de notre réseau. Ça va être, mais ça peut même, en général, on identifie les grands acteurs, hein, qui, par exemple, si c'était les télécoms, on va s'adresser à Orange, voir si on peut rencontrer des ingénieurs pour comprendre la fibre, par exemple. C'est vraiment des contacts avec des gens experts, mais techniques, parce qu'en fait, la technique décide évidemment de l'économie. S'il vous plaît, monsieur. Oui, bonsoir. Je m'appelle Arnaud Fontaine et je travaille dans le département de la recherche économique de Natixis. J'avais une question assez simple. Comment est-ce que les think tanks arrivent à ne pas tomber dans l'idéologie de laquelle ils défendent? Comment est-ce qu'ils vont partir de fait et d'essayer d'orienter cette idéologie et non pas l'inverse? Comment est-ce qu'ils rentrent dans une spécificité où ils ne vont pas réfléchir à une idéologie et trouver tous les arguments qui vont prouver cette idéologie, mais faire l'inverse et essayer de voir la réalité des choses derrière ça? Ça voudrait dire qu'au départ, on suppose quand même que vous représentez une certaine idéologie, non? Les partis politiques le font beaucoup. Oui. Oui, mais là, les think tanks. Alors, oui, bien sûr. On a a priori, quand on crée un think tank, c'est parce qu'on a une certaine vision et c'est celle qu'on veut porter. Très honnêtement, moi, vous parlez des biais de confirmation. Hein. Effectivement, je pense qu'on y est tous sujets. Moi, je vais vous dire, par exemple, si je m'intéresse à un sujet, je me suis fixé comme règle, c'est que si je vois un article ou un livre que j'ai pas envie de lire parce qu'a priori ça risque de gratter, eh ben je me force à le lire et à découvrir les arguments qui peuvent y être développés. Donc c'est des règles qu'on doit se fixer à nous-mêmes, hein, et je dirais que nous tous en fait on est sujets à ce type de biais et c'est à nous de mettre en place des règles, mais vraiment aussi basiques que ça, hein. Je pense au TED Talk. Ah non, celui-là, bon bah vas-y, regarde-le alors.
Il est 20h20. Oui, un mot, Olivier. Très rapidement, je veux dire, c'est un problème de tous les chercheurs. Hein. Effectivement, il y a des gens, de temps en temps, on a tous envie de partir de la conclusion puis essayer de la trouver. Je crois que ça fait partie de notre éthique personnelle et fait partie justement de la nécessité d'être le plus rigoureux possible. Peut-être qu'on a tous une idéologie, c'est vrai. L'important, c'est qu'il y ait d'autres gens qui aient d'autres idéologies, puis qu'on se confronte et qu'on soit ouvert. Je crois qu'on doit tous faire l'effort de sortir de notre bulle cognitive aujourd'hui et d'aller effectivement écouter, lire les études qui ne nous plaisent pas, les résultats qui sont contre-intuitifs par rapport à ce qu'on avait envie de penser. C'est évident qu'on doit tous faire cet effort-là, mais ce n'est pas seulement le cas des think tanks, je crois que c'est le cas de tous les citoyens aujourd'hui. Bon, je disais, il est 20h20, il va y avoir la conclusion. Olivier, pour ce premier anniversaire de Sapiens, cette conférence, conclusion donc à l'issue donc, de cette grosse heure qu'on vient de passer ensemble. Allez-y, Olivier. Je voudrais remercier tout le monde, les gens d'être venus ce soir. Parce que finalement, on a aussi fait de la politique, je crois, ce soir. Chez Sapiens, on dit depuis le début, on ne veut pas faire de politique, on veut faire la politique. C'est-à-dire qu'on veut mettre les idées et après, les gens votent pour qui ils veulent, autour de l'incarnation de qui ils veulent. Merci beaucoup à Marie d'être venue ce soir. Merci à toi, Fabrice, d'avoir formidablement animé ce débat. Merci à tous d'être venus. Moi, je crois à la vertu de la concurrence, mais je ne crois pas qu'on soit en concurrence, comme tu le disais. Pas du tout. Peut-être parce que c'est un tel océan bleu, le monde des idées, surtout en France, qu'il y a encore place pour des milliers de gens qui pourraient arriver et qui devraient arriver, et on le souhaite. On a toutes nos spécificités. Évidemment, on court tous après l'argent parce qu'en même temps, comme on est indépendant, forcément, on vend rien, alors c'est compliqué. Mais bon, voilà, bon an, mal an, on y arrive. Il y en a qui ont plus de chance, ils sont financés. Je crois qu'on a tous un grand avenir, et si on a un grand avenir, la politique aussi, au sens vraiment très noble du terme, aura un grand avenir. Alors, nous, pour notre premier anniversaire, on s'est fait un petit cadeau, on a fait une petite vidéo promotionnelle. Elle dure 2 minutes, et à la fin de la vidéo, nous aurons le droit d'échanger quelques mots de façon tout à fait informelle autour d'un verre jusqu'au bout de la nuit. Et merci encore d'être venu. Avant qu'on regarde cette vidéo, on va remercier tous ceux et celles qui étaient là sur place. Merci. Cécile Philippe de l'Institut Molinari, Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Il y avait aussi Hippolyte Dalby, du Cercle des économistes. Il y avait Maxime Sbailly, donc Génération Libre, et Eric Ayer de l'OFCE. Et puis un grand merci également à Marie Vizot, chef de service au Figaro Économie.